Connaissez-vous l'Osirion, sans doute une des plus anciennes constructions du monde? Oui, non, peut-être. J'ai 5 minutes pour vous faire un topo. L'Osirion se trouve en Égypte, le long du Nil, et plus précisément à Abydos, la ville sainte du dieu Osiris, là où vous voyez le rond rouge. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a 2 temples. À droite, le temple de Séti Ier, le père de Ramsès II, daté d'environ 1300 avant Jésus-Christ, et à gauche l'Osirion, dont l'âge de construction n'est pas complètement défini. En effet, bien que les hiéroglyphes présents dans l'Osirion et son couloir d'accès montrent une appropriation du site par Séti Ier, il reste une interrogation sur la forme en L du temple de Séti Ier, ici en rouge. Cette forme unique qui le différencie totalement des autres temples égyptiens. Qu'est-ce qui poussait les architectes à le positionner de cette façon? Soit c'est délibéré de leur part, mais ça reste très étonnant au regard des normes des temples existants à l'époque qui sont généralement construits tout en longueur, comme à Karnak par exemple. Soit ils ont modifié leur plan en cours de route en rencontrant par exemple l'Osirion dont ils ne connaissaient pas l'existence. Et comment auraient-ils pu ignorer l'existence de l'Osirion? Alors d'abord un zoom. Comme ça, voilà, et si on y met la coupe en plan du site juste au-dessus, voilà, on se rend mieux compte de pourquoi les architectes du temple de Séti Ier n'avaient peut-être pas connaissance de l'Osirion. C'est parce qu'à leur époque, ce dernier était enterré à 11 mètres sous les fondations du temple de Séti Ier et qu'il était recouvert de tonnes et de tonnes de sable et de poteries apportées par les fidèles pour rendre hommage à Osiris, pendant sans doute des milliers d'années. Qui plus est, des études sismiques tendraient à montrer que les fondations de cette structure mégalithique se situeraient à près de 15 mètres encore plus profondément dans le sol, et qu'il existerait même aussi des cavités cachées encore inexplorées. On imagine à peine le chantier titanesque qu'il a fallu mettre en œuvre pour réaliser une telle merveille architecturale, et on comprend mieux pourquoi le temple de Séti Ier a dû bifurquer lorsqu'il a rencontré un tel obstacle. L'Osirion a donc très certainement été construit à l'origine à un niveau beaucoup plus bas que les fondations du temple de Séti Ier, et bien que les égyptologues considèrent les deux comme étant contemporains, en raison des hiéroglyphes que je vous montrais tout à l'heure, il nous est permis d'en douter. Notamment en raison de la taille énorme des blocs de granit rouge utilisés dans sa construction. Certains blocs de granit auraient même un poids de 100 tonnes. Ou encore dans la finition et l'ajustement de blocs de plusieurs tonnes, qui n'est pas sans rappeler des structures mégalithiques égyptiennes ressemblantes, comme le temple de Képhren à Gizeh, ou encore comme entre cette voûte d'un des couloirs de l'Osirion et la voûte de la chambre de la reine dans la grande pyramide, qui semblent toutes deux très similaires au niveau de l'angle. Vous ne trouvez pas? L'Osirion et la grande pyramide auraient-ils été construits à la même période, avec les mêmes architectes, il y a de cela très longtemps? C'est l'hypothèse défendue par Anton Parks dans son livre La dernière marche des dieux, dans lequel il raconte que l'Osirion aurait été construit par Osiris lui-même il y a de cela plus de 12 000 ans. Osiris n'étant pour lui pas un dieu mais un réel être vivant vu de l'espace, rejoignant ainsi les tenants de la théorie des anciens astronautes. Quant à la fonction réelle de cette structure, les archéologues émettent l'hypothèse du cénotaphe en forme d'île, à savoir une tombe vide dédiée au pharaon Séti Ier, mais dans laquelle on n'a jamais retrouvé aucune momie ni aucun ossement. Il y a en tout cas de l'eau qui remonte à la surface régulièrement et qui inonde une partie de la structure, comme vous pouvez le voir sur cette photo. Anton Parks y voit plutôt un temple aquatique qui fut un lieu de repos pour Osiris, doublé d'un appareil technologique servant à produire une forme d'électromagnétisme pour créer par exemple un bouclier d'énergie qui protégerait le site de toute attaque extérieure. Car oui, Osiris était pourchassé et combattu sans relâche par son frère Seth, et ce dernier aurait eu raison de lui, puisque le mythe égyptien précise que Seth finit par assassiner son frère aux abords de l'Osirion en le découpant en plusieurs morceaux. Et la légende raconte que les prêtres égyptiens auraient récupéré et exposé la tête d'Osiris, comme on peut la voir dans le reliquaire en bois et verre via cette splendide reproduction de Franz Lavigne. Franz a même réalisé une vidéo de la visite de ce site. Vous voulez voir à quoi ça ressemblait de l'intérieur il y a de cela des milliers d'années?
Salut Romain. Salut JB. Alors, super capsule, hein. Merci déjà pour ça. Beaucoup de choses, beaucoup d'infos que tu nous as présentées ici et on va essayer d'en dire un peu plus donc pendant ces quelques minutes ensemble. Avant ça, je voulais donc rappeler et préciser que nous sommes dans cette série de capsules que j'ai imaginées autour des mégalithes et mystères du bassin méditerranéen. Le but de tout ça est de visiter plusieurs lieux insolites à travers les yeux et les recherches de collègues chercheurs curieux dans le sens curiosité et non pas curieux loufoque, hein. C'est toujours bon de préciser. Nous sommes ici donc pour exposer des théories, des hypothèses, des connaissances. L'idée étant de tout mettre un peu sur la table pour à la fin essayer de faire un bilan. Donc aujourd'hui, nous venons de visionner la capsule numéro 2 du chapitre Temple mégalithique avec cet Osirion. Et alors toi, Romain, tu as décidé de nous amener assez loin, si l'on peut dire, en nous présentant cet ensemble mégalithique très mystérieux à travers les livres d'Anton Parks, mais aussi à travers d'autres documents, photos et rapports de fouilles. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas bien, tu es passionné par les anciennes civilisations. Tu as déjà fait plusieurs lives sur Nurea TV, par exemple. Collègues internautes, vous savez comment ça marche. Je vous laisse les liens sous la vidéo pour retrouver toutes les pages concernant Romain. Donc c'est parti. Première question, Romain, pour toi. Pour se chauffer, si on peut dire, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à ce site? Déjà oui, merci JB hein, pour me permettre de parler de ce sujet, puisque c'est vrai que c'est un sujet un peu connu, hein, si je puis dire. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est à travers dont on a parlé les livres d'Anton Parks, parce qu'avant lui, j'en avais vraiment jamais entendu parler de cet Osirion. Donc c'est notamment dans La dernière marche des dieux, qui évoque un sujet qui m'est cher, puisqu'il évoque la fin de l'Atlantide et les rescapés qui auraient échoué au large du Maroc et qu'une partie de ces rescapés aurait ensuite traversé le Sahara pour une longue marche du désert, il y a de ça environ 12 000 ans, d'où le titre de son livre, La dernière marche des dieux. Donc c'est vraiment à travers ce livre que j'ai entendu parler pour la première fois de ce site. Et donc, ils auraient traversé ce Sahara pour poursuivre sur, en tout cas, un peu le pitch de l'ouvrage, hein, pour se rendre en Égypte, et plus précisément à Abydos, là où, il y a 12 000 ans, donc ce qui commence à faire loin, hein, là où un embryon de foyer humain se serait formé autour de la structure aujourd'hui dénommée Osirion. Donc il nous dit en plus que ces structures auraient eu une copie en Atlantide, et ça a complètement piqué ma curiosité quand j'ai lu ce livre, quoi. Oui, donc effectivement, hein, ça commence fort, hein. Finalement, on est dans la continuité de cette capsule, hein, et ça décoiffe, hein, comme on dit. Donc, juste avant, tu nous indiquais une date de 12 000 ans avec donc les rescapés de l'Atlantide. Et dans ta capsule, tu nous parles aussi des ressemblances entre la Grande Pyramide et Osirion et l'Osirion. Donc moi, un petit peu, ce que j'aimerais, c'est que tu nous racontes ce qu'on sait sur cet édifice, son âge peut-être, les fouilles, comment se sont passées les fouilles, un peu peut-être l'historique des fouilles. Et voilà, donc qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur tous ces mystères? Eh ben écoute, donc en fait, ce qui est très particulier, c'est que hormis l'historien et géographe grec qui s'appelle Stramon, aucun autre document antique connu ne semble mentionner l'existence de l'Osirion. Ce qui semble, alors quand tu rappelles la vidéo, une petite capsule de 5 minutes là que j'ai faite, quand tu vois la tronche de la mégastructure, ça paraît étonnant que personne dans l'Antiquité n'en ait parlé. Donc je vais faire un petit récap hein, des circonstances de la découverte, on va dire récente, hein, il y a de ça plus d'un siècle. Ça va nous permettre d'y voir un peu plus clair. Donc pour revenir à Strabon, donc ce géographe grec, visite à l'Égypte en l'an 25 avant Jésus-Christ, soit un peu plus de 2000 ans. Et il écrivit qu'il s'émerveilla devant le temple de Séti Ier, donc c'est le temple hein, qui est au-dessus de l'Osirion, en le qualifiant de palais admirablement bien bâti. Et il semble qu'il ait vu les ruines de l'Osirion, puisque dans son ouvrage Géographie, il signale une source à grande profondeur dans laquelle il fut construit pour y accéder des galeries basses avec voûtes creusées dans des blocs monolithiques dont les dimensions et la structure sont extraordinaires. Alors voilà, la seule source antique qu'on ait
possiblement de l'Osirion. Et c'est ce paragraphe qui mit la puce à l'oreille de l'archéologue français Auguste Mariette, qui fouilla à Abydos pendant 19 ans sans trouver ce qu'il a appelé le puits de Strabon, en référence à la phrase que je viens de citer. Donc pour la petite histoire, Auguste Mariette, c'est l'archéologue qui fut à l'origine de la création du service des antiquités égyptiennes, dont il assura en premier la direction. Et c'est grâce à lui, vraiment, que l'Égypte a pris conscience de la richesse de son patrimoine et qu'elle apprend à le conserver et à le préserver. Donc c'est un monsieur assez connu dans le milieu de l'égyptologie, voire même très connu. Et il a eu pour obsession de fouiller Abydos sans relâche pendant 19 ans, notamment à la recherche de ce puits de Strabon, donc l'Osirion. Mais la maladie puis la mort, en 1881, mirent un terme à tous ses espoirs. Le plus cocasse, si je puis dire, c'est qu'en déblayant tout le temple de Séti Ier, qu'on connaît, il a recouvert sans le savoir l'Osirion d'une énorme masse de déblais, ce qui n'allait pas faciliter la tâche aux archéologues qui le suivirent. Et notamment l'archéologue Émile Amélino, qui fouilla donc par la suite le site pendant 5 ans. Alors, Amélino, ce qu'il a de particulier, c'est qu'il était vu comme un original parmi tous ses pairs, car il était convaincu que les dieux égyptiens étaient de vrais personnages de chair et de sang. Un peu comme Anton Parks, ou comme moi, ou comme dans Stargate notamment, où on a des dieux extraterrestres qui sont venus sur Terre, les Horus, Osiris, etc. D'accord. Et donc cet archéologue, Amélino, qu'est-ce qu'il aurait découvert? Donc en fait, il n'a pas découvert l'Osirion, il a fouillé lui aussi Abydos, parce qu'en fait, au-delà de la recherche de l'Osirion, il y a d'autres sites de fouilles sur Abydos, et notamment ce qui lui, il a pensé être le tombeau d'Osiris qu'il a découvert. Mais qui sera en fait la tombe d'un des tout premiers rois de l'Égypte antique, le roi Djer, qui aurait régné il y a 5000 ans. Et il aurait découvert cette tombe sous des millions et des millions de tessons de poterie, ce qui est gigantesque, car des tessons en aussi grande quantité ne se rencontrent nulle part ailleurs en Égypte, uniquement dans cette nécropole d'Abydos. Et dans cette tombe, donc, il a déterré un nombre impressionnant d'outils en l'honneur du dieu assassiné, le dieu Osiris, des râteloirs, des grattoirs, des couteaux, des pointes de flèches, le tout, dit-il, d'une beauté peu commune et parfois même très exceptionnelle. Et donc, remarque d'Anton Parks, au passage, dans son livre, il nous dit que la présence de ces outils marque sans doute la gratitude que l'homme portait à Osiris pour la métallurgie qu'il offrit à l'humanité. J'en ai parlé sur Nuria TV, notamment cette histoire de péché originel qui serait pas le tabou sexuel, mais le fait que la femme aurait amené la métallurgie via Enki Osiris, et c'est ce qui provoquera la colère des dieux. Donc voilà, là il en reparle dans son livre. Et dans la tombe, toujours dans cette tombe, Amélino découvrait également ce qu'on appelle aujourd'hui le lit d'Osiris. Donc c'est une espèce de statue où on voit Osiris allongé avec un oiseau qui est sur son pénis, parce que ça recouvre toute la légende ensuite que Isis se serait accouplée grâce à cet oiseau avec son mari décédé, et que de cet accouplement serait né le dieu faucon Horus. Et il découvrit, ce qu'il écrit dans ses notes, un crâne qu'il identifia à celui d'Osiris. Alors à ce crâne, il lui aurait manqué la mâchoire inférieure, mais il était suffisamment humain, d'après Amélino, pour que ce dernier spécule à son sujet et décide d'en faire une analyse. Une analyse qui aura lieu en été 1899, et le spécialiste qui l'analysa affirma que sans doute ce n'était pas un crâne d'homme. Voilà. Et le crâne disparu mystérieusement. On ne l'a vu que dans les notes d'Amélino. Il n'a plus jamais été question d'un crâne retrouvé dans cette tombe. On ne sait pas où il est. Est-ce que ce crâne avait par exemple une forme allongée? Voilà, mystère. D'accord. Donc du coup, donc le fait qu'il ait dit que les dieux égyptiens, pouvaient être faits de chair et de sang, ça lui a coûté cher.
Ouais, tout à fait. Il est resté que 5 ans en fait. Il a beaucoup fouillé le site en 5 ans, mais voilà, il remettait beaucoup trop en perspective et en cause, on va dire, une forme de pensée un peu obtuse. Et derrière, eh ben voilà, on l'a évincé du site, notamment par les Anglais. Et c'est le fameux Flinders Petrie qui a repris les fouilles ensuite. Donc Flinders Petrie, archéologue anglais, très connu, parce que c'est lui qui, en gros, créa les bases de l'archéologie moderne avec la stratigraphie, enfin les méthodes de datation par stratigraphie, etc. Et sur Abydos, c'est sa collaboratrice, Margaret Murray, qui en 1903 a découvert le couloir d'accès à l'Osirion. Donc voilà, on s'en rapproche de cette structure. Donc c'est un couloir, hein, je le montre sur la capsule, hein, qui est, enfin quand on regarde la carte, qui est à l'ouest de l'Osirion, et sur plusieurs dizaines de mètres, on voit sur les parois des passages gravés, donc des hiéroglyphes, du livre des portes et du livre de l'âme du Hat, qui sont deux documents funéraires de l'Égypte ancienne, qu'on retrouve dans les tombeaux des plus grands pharaons. Et c'est elle, Margaret Murray, également, qui va baptiser ce vestige Osirion. Voilà, le nom vient de cette époque-là, convaincue qu'elle était de se trouver en présence d'un édifice très important, un tombeau ou un sanctuaire édifié en l'honneur d'Osiris. Et après les Anglais, donc on a un Suisse, Édouard Naville, qui va poursuivre le désensablement de l'Osirion. Ils l'ont toujours pas trouvé, hein, la méga structure avec les gros piliers là qu'on voit. C'est toujours, ça fait des dizaines d'années qu'il y a des archéologues et des centaines d'ouvriers qui travaillent sur le site. On n'a toujours rien trouvé. Et donc cet Édouard Naville, il est écrit qu'après une progression très lente et pénible, parce qu'il faut qu'il désensable à chaque fois des tonnes et des tonnes de sable et de gravats, il tombe enfin sur une porte composée d'un triple linteau, 3 grosses pierres de 5 mètres de long, avec une porte qui traverse un mur de 4 mètres d'épaisseur. Alors là, voilà, on commence à rentrer dans le dur. Ouais. L'archéologue en question dira que c'est tellement impressionnant parce qu'on n'a jamais eu de telles dimensions depuis ce qu'on a vu dans la Grande Pyramide. En plus, nulle part dans l'Osirion, il y a d'inscription du pharaon Séti Ier ou d'un autre pour dire que c'est lui qui potentiellement aurait édifié cette construction pour son père Osiris. On trouve ces inscriptions que dans le couloir d'accès dont je parlais, ce qui tend à montrer que Séti Ier, notamment, a tenté de s'attribuer la paternité de l'édifice. Donc ça revient sur la question de l'âge et que, est-ce que l'Osirion date de Séti Ier ou est encore beaucoup plus ancien, comme l'hypothèse d'Anton Parks. Oui, c'est sûr. Et en parlant d'inscription, est-ce que j'avais entendu parler aussi de fleurs de vie qu'on aurait retrouvées sur les pierres, hein, c'est bien ça? Ouais, tout à fait. Alors, moi, j'ai découvert ça. Alors, c'est pas vraiment Anton Parks qui m'avait fait découvrir le Zirayon. C'était dans une émission qui date déjà sur YouTube avec Nassim Naramain qui était invité. Ça s'appelle Thrive. On avait une espèce de démonstration du Thor, de champs électromagnétiques. Je sais pas si tu vois de quoi je parle. Ouais. Et qui était assez fascinante. Et dans cette émission, on a Nassim Naramain qui alors, on n'a pas une photo globale du site de l'Osirion, mais il nous montre, il donne le terme Osirion, et il montre une photo de 2 fleurs de vie qui sont, de son point de vue, pas gravées, mais soufflées dans la roche. Alors, ça, c'est un truc extraordinaire, effectivement. Sauf que dans l'étude qui a été faite de ces fleurs, de ces 2 fleurs de vie, qui sont assez grosses quand même, tu montreras, je pense, des photos. Il serait estimé que ça aurait été créé il y a plutôt 2000 ans, plutôt que 5, 6 ou 10 000 ans, plutôt à l'époque grecque, au regard des pigments qu'on a été retrouvés pour ces fleurs de vie. D'accord. Et au niveau de l'Osirion, alors si on revient à la structure des pierres, parle-nous un peu de ces mensurations, ces caractéristiques un petit peu. Alors, donc c'est une construction rectangulaire d'environ 30 mètres de long sur 20 mètres de large. On a 2 rangées de colonnes qui sont reliées par des énormes architraves
alors sur lesquels on avait autrefois un gigantesque toit de pierre, hein, donc le toit a été complètement défoncé, on ne sait pas vraiment par qui, mais il en reste presque plus rien. Et l'intérieur du rectangle se compose de 3 nefs séparées par 2 rangées donc de 5 énormes piliers en granit d'Assouan, hein. C'est ces piliers-là qui font dire que c'est une méga structure qui ressemble énormément au temple de la vallée, le temple du Sphinx ou la chambre du roi dans la Grande Pyramide. Et le granit d'Assouan, d'où viennent ces énormes piliers, c'est comme pour la chambre du roi, c'est la même carrière à 300 km d'Abydos. C'est le même granit en fait qui a servi aux deux. Et ouais, donc ouais, c'est ça, c'est des monuments, beaucoup de similitudes entre ces trois monuments, comme tu dis. Et voilà, même gigantisme, et puis la même absence d'écriture, de hiéroglyphes ou de. C'est ce qui fait en fait toujours le débat pour la Grande Pyramide notamment, où alors, dans les plafonds de décharge, on a retrouvé quand même des hiéroglyphes attestant que ce serait Khéops qui aurait construit la Grande Pyramide. Donc c'est la seule trace dans toute la Grande Pyramide. Pour l'Osirion, pareil, on n'a donc aucune information pratiquement, si ce n'est dans le couloir d'accès, qui n'est pas de la même facture architecturale, c'est-à-dire que c'est des grosses briques séchées et c'est pas des blocs de calcaire gigantesques. C'est comme s'il y avait eu 2 architectures différentes pour ce site. Donc dans l'Osirion en lui-même, oui, la taille des blocs, le niveau de précision rappelle la précision observée dans la chambre du roi, avec un emboîtement des roches très, très bien ajusté. On va pas dire le mot parfait, parce que c'est jamais parfait, mais sans compter que les blocs viennent de la même carrière. Et puis je montrais dans la vidéo de présentation aussi qu'il y avait des angles qui avaient l'air similaires, un angle de 30 degrés entre le plafond, il y a 2 pièces en long dans l'Osirion avec un plafond avec un angle de 30 degrés, et c'est clairement le même angle que le plafond de la chambre de la reine. Et moi, si j'y suis pas allé à l'Osirion, parce que oui, je l'ai pas dit, mais j'y suis pas allé. Tout ce que j'ai pu lire et voir de vidéos, c'est à chaque fois la même stupeur des visiteurs qui découvrent un site incroyable avec des blocs gigantesques et une information qui est pas très claire sur son âge, puisque comme je le montre, on a donc cet Osirion qui est construit beaucoup plus bas que les fondations du temple de Séti, premier. Et alors, avec dans le couloir d'accès, le fait qu'on ait ces hiéroglyphes qui ramènent à Séti Ier, pour les égyptologues, eux, voilà, on a des traces, on a des preuves. Donc, le temple de Séti Ier et les Orions sont contemporains. C'est pas si sûr que ça. Puisqu'on n'a rien retrouvé à l'intérieur, même pas de restes de momies ou d'artefacts, rien du tout. Donc, pour les égyptologues, c'est un tombeau symbolique pour Osiris. Et donc, dans le terme accepté de symbolique, ça veut dire que ils n'ont aucune idée de qui l'a fait ni quand. Voilà, c'est ça que ça veut dire en fait. Ouais. Donc, toujours autant de mystères. C'est clair. C'est clair que l'Osirion, c'est très, très mystérieux. Et au niveau de l'eau dans ce temple, d'où peut bien venir cette eau? Oui, c'est au-delà de la construction en elle-même, c'est l'autre mystère. Alors, je vais raconter une anecdote qui est arrivée donc, en 1925 au nouvel archéologue qui était en charge du chantier de l'Osirion, qui s'appelait Henri Francfort, un néerlandais. Donc, lui, il voulait absolument savoir ce qu'il y avait au fond de l'eau, parce qu'en fait, quand on voit la structure, on voit là une espèce de douve en fait qui entoure une espèce d'île, et donc il y a plusieurs mètres d'eau, et lui, il a voulu pomper l'eau pour pouvoir voir ce qu'il y avait en dessous. Donc, il a pompé au moins 2 mètres. Et au bout de 2 mètres, la machine a cassé. Et alors, fait incroyable, en l'espace de 30 minutes, les 2 mètres d'eau sont remontés au niveau initial sans que personne ne puisse comprendre d'où ça venait. Donc, il faudra attendre après plus de 70 ans, en 99,
pour qu'à l'aide d'un radar, le docteur Essaoui comprendra que l'eau proviendrait d'une nappe phréatique qui s'étend en dessous du complexe. Donc déjà, il faut voir la capacité des architectes et des bâtisseurs de l'époque pour le chantier déjà, et que cette nappe phréatique proviendra du désert pour ensuite s'écouler vers la vallée du Nil. Donc on le sait parce que le niveau de l'Osirion est plus haut d'1 mètre qu'un puits qui se situe dans le temple de Séti Ier. Donc on sait que ça vient ailleurs dans le désert, ça arrive à l'Osirion et après ça baisse encore vers Séti Ier jusqu'à ce que ça baisse encore pour arriver au Nil, mais on ne sait pas exactement d'où vient cette eau. Ce qui est certain, c'est qu'on a fait des études hydrologiques pour connaître un peu le niveau de potabilité. Et donc, en fait, c'est une eau qui est parfaitement potable. Il n'y a pas de goût, en plus, prédominant. Donc, quand on sait qu'on est à côté du désert du Sahara et que l'eau est d'une importance capitale dans ces coins-là, voilà. Et l'autre source d'étonnement, enfin en tout cas pour les égyptologues, c'est que si tu pars de l'embouchure du Nil et que tu descends toute la rive occidentale sur plus de 1000 bornes, il n'y a que à l'Osirion où tu peux trouver une source d'eau qui ne provienne pas du Nil. C'est-à-dire que c'est le seul endroit sur 1000 km où on peut trouver de l'eau qui ne vienne pas du Nil et qui vienne d'une nappe phréatique, puisque l'Osirion il se situe précisément au seul endroit où la topographie est plus basse que la nappe phréatique. Donc, enfin, pour moi, c'est un argument pour aller dans le sens que cette mégastructure est là très précisément pour une bonne raison, notamment liée à cette eau, et que voilà, on n'a pas fini d'en apprendre, parce que d'autres études, notamment sismiques, auraient montré que l'Osirion reposerait dans une fosse beaucoup plus profonde qu'on ne le pensait auparavant, c'est-à-dire qu'elle serait environ 15 mètres encore plus profond, la fosse où repose l'eau. Et puis l'étude montrera qu'il y aura également des cavités et des vides à l'intérieur de l'île centrale. Donc c'est un peu comme dans la pyramide, la grande pyramide, où on se doute qu'il y aurait des vides à l'intérieur, mais on ne sait pas ce que c'est. Alors j'ai trouvé ces informations sur le site internet dont je t'ai déjà parlé, et voilà, tu mettras peut-être le lien, mais il fait, je trouve, une bonne synthèse des fouilles sur l'Osirion. Ouais, très, très intéressant. De nombreuses photos, donc oui, bien sûr, on complétera par toutes ces photos. Et donc, pour revenir à cette eau aussi, l'eau avait une fonction curative aussi, comme on dit. Alors ça, ouais, c'est si on croit les témoignages de celle qui a vécu sur le site pendant une trentaine d'années, qui s'appelle Dorothy Eddy, et qui s'est fait surnommer Homme Séti, en référence au pharaon Séti Ier. Donc elle racontera qu'après s'être instinctivement lavé les yeux avec l'eau de l'Osirion, elle n'eut plus jamais besoin de porter de lunettes. Donc ça, c'est le premier truc. Et deuxième chose, elle racontera aussi que avec des gens qui avaient des bébés qui étaient très gravement malades, grâce à cette eau, ça leur aurait permis de guérir et de sauver ces bébés qui allaient mourir. Donc c'est voilà. Ouais, quand même. Oui, donc je t'ai entendu parler d'île un petit peu avant. Est-ce que cette eau aurait pas aussi une fonction plus symbolique Alors, effectivement, le monde de l'égyptologie admet aujourd'hui que l'Osirion symboliserait l'île originelle émergée de l'océan primordial sur laquelle aurait œuvré le dieu créateur. Bon, voilà, c'est une façon d'exprimer de manière très symbolique à quoi pourrait servir cet Osirion. Mais pour Anton Parks, voilà, on va revenir à lui, il ne s'agit pas seulement du Nil, ni de l'île primordiale des dieux égyptiens, mais une vraie île, et laquelle, à ton avis, l'Atlantide de Platon, dont on retrouverait la trace dans les hiéroglyphes du temple d'Edfu, un temple qui se trouve à quelques encablures d'Abydos, et dont les traductions de certains murs laissent entrevoir quelques encore belles révélations prochainement, avec les égyptologues qui les traduisent, enfin, on espère. Et ouais, donc on en arrive à
à la partie livre d'Anton Parks. Ouais. Bah, je vais te laisser parler un petit peu de ses livres et de ses révélations. Bah écoute, lui c'est donc surtout dans le livre La dernière marche des dieux, hein, là où il fait un gros topo sur l'Osirion, à travers donc ce que je viens de dire, hein, l'étude des textes donc qu'il appelle de Thoth, qui sont sur ce temple d'Edfu là, des textes qui nous apprennent qu'après avoir repoussé de nouvelles attaques de Seth, les dieux demandèrent à Horus de reconstruire l'Osirion de son père en Atlantide. Donc, ce serait écrit, quand même, c'est incroyable, quoi. Ce serait écrit dans le temple d'Edfu. Donc, à la base, c'est Osiris lui-même qui aurait initié la construction des deux sanctuaires, donc un, celui qu'on connaît à Abydos, et l'autre à Atlantide, qui a été détruit. Donc, deux sanctuaires aux proportions vraiment complètement invraisemblables, hein, capables de défier le temps, et calculé pour supporter des séismes évidemment importants, hein. Ça va rappeler les mégastructures, alors les pyramides sur le plateau de Gizeh, mais également le temple de Sacsayhuaman, notamment, ou sur l'île de Pâques. Et des proportions qui sont tellement gigantesques qu'Anton Parks nous dit que même de nos jours, voilà, un tel projet nous mettrait au défi de réussir un tel exploit technologique. Alors d'autant plus qu'il faut creuser là. On n'est pas comme sur la Grande Pyramide où il faut empiler des blocs les uns sur les autres. Là, il faut aller creuser sur 15 ou 20 ou peut-être 30 mètres de profondeur pour ensuite aller installer ces blocs gigantesques. Enfin, voilà, il dit qu'on en serait incapable sans l'utilisation formelle du béton. Donc c'est là où bah, voilà, il rejoint ce que moi je pense aussi sur la théorie de Joseph Davidovits et de l'architecte Joël Berthaud, hein, que la plupart des pierres de l'Osirion auraient été reconstituées et moulées. Et donc toujours dans les hiéroglyphes gravés sur les murs du temple d'Edfu, on pourrait y lire que les symboles qui permettaient au domaine divin de se protéger de l'extérieur furent entreposés dans l'Osirion. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Pour Anton Parks, ça signifie que ce type de temple renfermait obligatoirement la connaissance primordiale des dieux atlantes et donc une forme de technologie. Donc une technologie qui est symbolisée par les fameux piliers de jade là, que je montre dans la vidéo. Des piliers d'ailleurs, tu pourras prendre une image qu'on retrouve dans le temple de Séti Ier. On voit Séti Ier avec un énorme jade dans les bras. Ça c'est dans le temple à côté, donc ça fait partie pour les pharaons également des symboles utilisés dans leur symbolique profonde. Et donc pour Anton Parks, l'utilisation de cette jade, donc alors pour lui c'était composé de plusieurs couches. Il y avait une matrice en cristal, empilée les unes sur les autres et entre lesquelles se placeraient des anneaux métalliques. Et tout ça ensemble, déclenché par un système dont on ne sait pas d'où viendrait l'énergie, ça pourrait modifier la course de la lumière et créer une forme d'invisibilité. Mais ça pourrait également générer une forme d'électromagnétisme qui utiliserait l'eau pour former un bouclier d'énergie. C'est-à-dire que l'eau serait utilisé pour faire le bouclier. C'est un bouclier d'eau, en fait. Étonnant, quand même. Ouais, en effet, assez étonnant, ouais. Alors, ouais, j'ai pu entendre ça récemment sur... c'est une petite anecdote comme ça, mais j'ai entendu ça récemment sur une enquête hypnose autour du site de Göbekli Tepe, où il parlait d'une sorte de dôme, une matière entre l'eau et une matière gazeuse. Donc, mais voilà, il parlait d'un dôme d'eau aussi sur ce site. Donc, comme quoi les informations se recoupent. Ah ouais, excellent. Et ouais, c'est ça qui est toujours intéressant de recouper ces infos. Donc, sur différents chercheurs et différentes sources. Donc ouais, très bien. Alors ce dôme et cette technologie présentée là, ouais, c'est assez surprenant en effet. Ouais. Tout à fait. Est-ce que tu voudrais nous rajouter quelque chose par rapport à ce que tu nous as Si déjà on a dit? encore quelques minutes, deux mots sur, j'en ai parlé quelques instants là de Dorothy Eddy, celle qui s'est fait surnommer Homme Seti.
et donc qui a révélé les vertus curatives de l'eau, parce qu'elle a une histoire incroyable, hein, cette femme. Hein. Tu montreras ce que tu veux après au montage, mais l'idée c'est que elle est née en 1904, donc pile au moment où Margaret Murray découvrait le couloir d'accès et où on commençait vraiment à rentrer dans l'Osirion. Et ce serait pas du tout anodin hein, qu'elle soit née à ce moment-là, hein, c'est-à-dire que c'est l'hypothèse de Danton Parks hein, que son âme aurait été libérée à ce moment-là, parce qu'il part du principe que on va dire les ondes résiduelles de l'usage des djeds auraient la capacité d'enfermer également une âme à l'intérieur du bâtiment. Et comme en fait, donc l'idée c'est que c'est elle qui raconte ça, hein, Dorothy Eddy, elle aurait vécu une vie antérieure, donc il y a 3800 ans du temps de Séti Ier. Elle aurait été une des prêtresses du temple de Séti Ier et de l'Osirion, donc dédiée à Osiris et avec l'obligation de rester vierge. Elle se serait épris d'amour pour le pharaon, ils auraient consommé leur amour, et donc c'était complètement péché à l'époque. Et plutôt que de jeter le déshonneur sur le pharaon, elle a préféré se suicider donc à l'époque, et elle serait restée en fait enfermée dans ce temple pendant 3800 ans, jusqu'à ce qu'il soit ouvert et qu'elle, donc l'âme de cette prêtresse, aille dans le corps de cette Dorothy Eddy là à Londres. Et cette femme, donc toute sa vie, n'aura qu'un seul objectif, c'est d'aller à l'Osirion. Quand elle était petite fille, ses parents l'ont emmenée au British Museum. Et quand elle a vu les artefacts consacrés à la partie égyptienne, de l'Égypte ancienne, en fait, elle était là, laissez-moi, ici, c'est mes parents, je veux rester ici. Tu vois, elle avait 4 ans, quoi. Donc, complètement obsédée par l'Égypte. Donc, elle va tout faire pour aller vivre en Égypte. Elle a été reconnue hein, par tout le milieu égyptologique, sa générosité désintéressée, une qualité de dessin hors du commun. Elle a participé à la rédaction d'articles, de rapports de recherche, de thèses, de livres pour des journalistes, des universitaires, tout ça presque à titre gracieux. Hein, et tout le monde a reconnu sa valeur, donc c'est quand même pas n'importe qui hein, en plus. Et elle a toujours eu comme obsession d'aller à l'Osirion, enfin à Abydos, où elle est allée mourir et vivre donc déjà une trentaine d'années. Et voilà, elle a donc été comme une guide touristique pour les touristes à l'époque. Elle a aidé énormément les égyptologues qui l'ont, au début quand elle est arrivée, ça c'est l'anecdote assez incroyable, elle les a mis au défi parce qu'elle leur disait qu'elle connaissait par cœur tout le temple de Séti Ier. Donc évidemment, ils ne la croyaient pas. Déjà, eux, ils ne savaient même pas tout ce qu'il y avait dans le temple. Et de nuit, ils l'ont emmenée à l'intérieur en lui demandant d'aller dans telle pièce. 4 ou 5 fois de suite, elle avait raison, exactement à chaque fois. Donc ils étaient sur le cul, quoi, parce que ça se peut pas, quoi. Et en fait, l'idée, c'est que, donc par rapport à l'idée du suicide, c'est que comme elle s'est suicidée quand elle était jeune prêtresse, il lui manquait 20 à 30 ans de sa vie qu'elle aurait dû vivre à l'époque au niveau du temple. Et donc, elle aurait été comme téléguidée par son âme pour retourner près du temple, y vivre la partie qui lui manquait pour pouvoir ensuite être libérée de cette vie antérieure pendant laquelle elle s'est suicidée. Voilà, c'est chouette. Eh ben ouais, encore une histoire mystérieuse et incroyable, j'allais dire, mais vrai. Ouais. Ah ouais, ça c'est l'histoire vraie. Alors après pour l'âme, tout ça, c'est bon, c'est en fonction des conditions de chacun, mais pour tout le reste, non, elle a existé, cette femme, elle était très connue, elle était connue du monde égyptologique et elle était calée sur la question. Ouais. On ne peut pas expliquer tout ça, mais l'histoire est là, les faits sont là, et voilà. Donc, nouveau mystère autour de cet Osirion, encore une fois. Ouais. Ça fait beaucoup de mystères, beaucoup de belles choses, beaucoup de
beaucoup de belles pierres aussi. Et, moi qui suis fan des pierres, hein, ben pareil. Alors cette Osirion, je connaissais les pierres massives là qu'on peut voir. Je connaissais très peu les histoires autour des livres d'Anton Parks. J'ai malheureusement pas lu ses livres encore. Donc voilà, j'en ai appris beaucoup. Merci à toi et je continuerai d'aller me renseigner parce que tout ça est très très intéressant. Ouais, merci pour toutes ces histoires et puis déguiser notre curiosité. Donc voilà, merci. Eh ben, je t'en prie. Merci à toi. Ça a été un plaisir de partager cette histoire dont, à mon avis, on n'a pas fini d'en entendre parler. Enfin, c'est toujours lié à des programmes de recherche pour ensuite aller fouiller plus profondément là sous l'Osirion pour aller chercher l'origine de cette eau et est-ce qu'il y a des cavités effectivement cachées à l'intérieur. Là, ça demande un peu d'investigation supplémentaire. Ouais. Eh ben ouais, espérons qu'on aura des nouvelles fraîches de cet Osirion d'ici peu, hein, maintenant avec toutes les techniques qu'on a, les radars, les sonars, les scanners. Eh ben, j'espère qu'on pourra lever une part du mystère sur ces souterrains du plateau de Gizeh, parce que à mon avis, on n'a pas fini non plus de découvrir des nouvelles structures sous le sable du désert. Donc, d'autres mystères nous attendent à coup sûr en Égypte. Tout à fait. Et puis, après, il y a l'histoire des survivants de l'Atlantide qui ont traversé le désert avec, pour ceux que ça intéresse, donc il y a le livre d'Anton Parks, mais il y a aussi celui de Albert Sloman, Les survivants de l'Atlantide, où il fait un topo sur les découvertes des pétroglyphes qu'on a régulièrement dans le parcours qu'ils auraient emprunté sur des milliers de kilomètres et qui tendrait à montrer que effectivement ces pétroglyphes pourraient avoir un lien entre eux et notamment certains pétroglyphes. Non, là c'est des pochoirs où on a des petites mains de reptiliens par-dessus des mains humaines. Ça c'est un site qui est incroyable, c'est à Wadi Sura en Égypte aussi. Et bon, voilà, qu'est-ce que ça fout là, en plein milieu de nulle part, sauf si on part du principe que le parcours de ces rescapés, de ces survivants de l'Atlantide, les humains étaient accompagnés peut-être par d'autres êtres qui étaient peut-être les descendants ou des hybrides de ces fameux reptiliens chers à Anton Parks et qui auraient été à la base de la construction de l'Osirion. Eh bien oui, ça me rappelle ta dernière émission d'ailleurs sur Nurea TV, Ouais. où tu développes tout ce sujet là sur une bonne heure et demie, si je me souviens bien. Ah ouais, c'est ça. Et donc voilà, je me suis régalé avec cette émission. Tu en avais déjà fait sur Mu et puis une autre sur l'Atlantide juste avant, Ouais. si je me trompe pas. C'est ça. Donc voilà, tout ça c'est super intéressant. Je compte sur vous, collègues chercheurs curieux et amis internautes, là, pour aller sur la page de Romain, chercher toutes ces autres émissions qu'il a donc faites sur ces sujets. Parce que voilà, tu en as dit déjà beaucoup et Il y a de la matière. voilà. Il y a de la matière, ouais. Je suis sûr que tout le monde n'a pas tout vu encore, donc allez-y, Non, il y a de la matière. soyez curieux, n'hésitez pas et voilà, beaucoup de choses à chercher encore. Merci Romain, on va se quitter là-dessus. Merci pour ta présence dans ce projet et puis peut-être à bientôt à l'occasion d'une autre capsule. On va voir ça ensemble. Ok. En tout cas, merci, c'était très riche d'informations. Merci à toi JB et puis écoute, à une prochaine. À une prochaine, ça roule. Ciao. Salut à tous.